Alors le rêve d'être artiste nous montre quelque chose qu'on montre rarement, c'est comment les artistes vont réussir, depuis la fin du Moyen-Âge où ils ne sont encore que des artisans payés la journée, comment ils vont réussir à s'élever socialement, pas seulement pour gagner de l'argent, mais surtout pour pouvoir se créer sur mesure un statut qui va leur permettre de créer librement. Donc on raconte cette histoire qui court sur 5 siècles, entre la fin du Moyen-Âge et aujourd'hui, et qui va leur permettre de s'élever dans la société et de se créer une image, un statut hors norme, un statut à part, qui va leur permettre de créer contre toutes les contraintes morales ou matérielles. Alors les artistes à la fin du Moyen-Âge et en vérité depuis l'Antiquité, le mot d'ailleurs artiste n'est vraiment utilisé qu'à partir du XVIIIe siècle. Ce sont des gens qui produisent des objets, en général de façon collective, et donc leur nom n'apparaît jamais. Donc la première démarche, première stratégie, c'est se faire un nom, littéralement, c'est-à-dire signer. C'est vraiment le geste fondateur. C'est celui, en gros, vers 1450, qui, en gros, en mettant son nom sur un objet, ça n'est plus un objet, ça devient une œuvre. Et si je mets mon nom, je me fais littéralement un nom, et donc j'ai une chance de passer à la postérité. Voilà. Et donc il y a 4 ou 5 comme ça, stratégies que vont développer les artistes au fil des siècles et que nous racontons. Donc 5 sections, 5 thèmes, la signature, le lobbying, la création de structures, d'institutions qui vont permettre de le protéger, le génie, puisque l'artiste doit être un être à part et donc on va faire une sorte de fabrique du génie, se portraiturer soi-même, c'est aussi un signe de sa réussite sociale, et puis cette réussite que l'artiste veut afficher, finalement elle cache quelque chose qui n'est pas du tout rose, puisque finalement très peu d'artistes vivent de leur art. Voilà. Et donc c'est une section qu'on a appelée Splendeur ou Misère, et qui est la vie de bohème, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'atelier. Voilà. Et enfin on termine plutôt sur un pied de nez, qui est, voilà, l'artiste a certes une haute idée de lui-même, mais il est aussi capable de se moquer de lui-même, il est capable de casser son image, c'est là-dessus que nous terminons. Alors le dessin devant lequel nous sommes est un dessin précieux qui est tiré des collections du Palais des Beaux-Arts de Lille, qui a un formidable cabinet graphique. En fait c'est un dessin d'Albrecht Dürer, célèbre artiste de la Renaissance allemande, qui représente un de ses confrères d'ailleurs et amis, qui s'appelle Lucas de Leyde, et qui est un graveur. Alors pourquoi ce dessin est-il dans l'exposition? D'abord on pourrait dire simplement parce que Dürer est déjà l'archétype de l'artiste qui a réussi. Voilà. C'est fréquent en Italie, ça l'est moins en Allemagne. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui va s'imposer pas seulement comme un artiste, comme un grand artiste, mais aussi qui va être considéré dans sa ville de Nuremberg et plus largement en Allemagne, puisqu'on l'enverra comme représentant de la ville pour des couronnements. Voilà. Donc c'est une sorte de diplomate. Donc ça dit quelque chose du statut de l'artiste. Plus précisément sur cette œuvre, au-dessus de la tête, il y a un monogramme. AD, donc Albrecht Dürer, ça n'est pas qu'un élément de décor, c'est un élément de protection. C'est un artiste qui est donc déjà très célèbre et donc déjà très copié de son temps. Et donc, c'est une façon pour lui de se protéger. C'est-à-dire, voilà, je signe, hein, et donc c'est une marque de fabrique, et Dürer va plus loin. Par exemple, dans certains recueils de gravures, il lance des avertissements à ses confrères. Et en gros, il dit à toi, si jamais tu t'avises, mon confrère, de copier une de ces gravures, sache que je suis protégé par l'empereur Maximilien Ier et qu'on saisira tous tes biens si tu es reconnu coupable de contrefaçon. Ouais, on voit vraiment que la signature, à ce moment-là, n'est pas seulement un élément pour passer à la postérité, mais c'est aussi un élément qui permet de se protéger. C'est une sorte de, je dirais presque de copyright avant la lettre. Et il faut savoir que Dürer, dans le cas où il était plagié, copié, attaquait en justice ses confrères. Dans la deuxième section de l'exposition, qui raconte plutôt comment les artistes vont réussir à se protéger, vont créer des institutions, des structures qui vont sur le plan économique, les protéger, ou sur le plan juridique. Tout commence d'abord en Italie, à la Renaissance, et un peu plus tard en France, par la fondation de ce qu'on a appelé des académies. Alors c'est quoi une académie? En fait c'est une structure professionnelle qu'on va placer sous la protection du roi. En l'occurrence, les deux hommes qu'on voit à gauche, c'est Charles Lebrun, à droite Pierre Mignard, vont tous les deux devenir, au cours de leur carrière, premiers peintres du roi. C'est Lebrun qui va l'emporter, qui va créer
sous la protection du roi, l'Académie royale de peinture et de sculpture, qui sera fondée en 1648. Donc cette académie, en fait, elle permet, d'abord elle est fondée par une poignée d'artistes, on est au tout début de cette histoire, 9 collègues, peintres et sculpteurs avec lui, qui vont permettre de fonder cette académie. Et donc on se met sous la protection du roi, c'est-à-dire que notamment, on s'extrait du régime des corporations. Il faut savoir que sous l'Ancien Régime, toutes les activités étaient régies par le système des corporations. On ne pouvait pas faire ce qu'on voulait et par ailleurs on était très lourdement imposé par ce système des corporations. En se mettant sous la protection du roi, on s'exempte fiscalement. On protège ses revenus et pas seulement. On a aussi un monopole de l'enseignement puisque l'Académie se pose aussi comme un lieu intellectuel, un lieu où on enseigne, où on forme. Et enfin, le fait de créer une académie vous donne aussi un monopole sur le marché de l'art. Donc tout ceci ajouté fait que c'est de cette façon, pendant plusieurs siècles, que les artistes vont pouvoir à la fois s'élever socialement, mais aussi protéger leur travail. Voilà. C'est que tout ce que toute cette section raconte. Il faut savoir que ce système va durer plusieurs siècles, mais qu'il sera peu à peu supplanté par un autre système qui est pratiquement celui qu'on connaît aujourd'hui, qui est celui d'une économie libérale et celui du marché de l'art. Vont apparaître des critiques, des marchands et qui vont soutenir des artistes. Et ce système est pratiquement le système qu'on connaît aujourd'hui et va donc remplacer le système qu'avait donc mis en place Charles le Brun, Louis XIV et tous ses collègues. On a vu, la signature permet de se protéger, la création des académies aussi, la création d'un système marchand. En fait, ça ne suffit pas à définir l'artiste. L'artiste est un être, en tout cas c'est ce qu'ils défendent, un être d'une essence supérieure. Et donc il va falloir, et ce sont les seuls d'ailleurs à posséder le pouvoir des images, ce sont les seuls qui peuvent produire des images jusqu'à l'invention de la photographie, ils vont produire des images où ils vont se mettre en scène, non plus comme des êtres normaux, mais comme des génies, soit des génies précoces, en tout cas, dans tous les cas, des hommes et des femmes qui vont pouvoir être l'égal des puissants, c'est-à-dire ceux qui sont leurs commanditaires, dans la main desquels ils sont, mais ce qu'ils veulent, c'est pouvoir s'en affranchir. Et donc nous avons devant nous une œuvre qui est du célèbre peintre néoclassique Jacques-Louis David, qui est d'ailleurs une œuvre de la fin. Il est passé à travers tous les régimes, il a défendu la Révolution, il a défendu évidemment l'Empire, il a été proche de Napoléon, et là on est vers une œuvre de sa fin où il est un peu amer. Alors ce qu'on voit sur ce tableau, c'est à gauche l'empereur Alexandre, donc on est évidemment dans l'Antiquité, on est probablement dans la chambre d'Alexandre, au centre Apelle, qui est le grand peintre le plus connu de l'Antiquité, et puis à droite une femme nue, qui est en fait la maîtresse d'Alexandre, Campaspe. Apelle, en peignant Campaspe à la demande d'Alexandre, tombe amoureux d'elle. Et Alexandre donne d'ailleurs, sans l'avoir consulté, donne sa maîtresse à Apelle. Pourquoi David représente ce tableau et pourquoi beaucoup d'autres peintres représentent cette scène? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peintre est l'égal des empereurs. Ça veut dire qu'un empereur peut avoir une considération telle pour un artiste qu'il va lui donner sa maîtresse. Voilà. Il faut y lire aussi l'histoire de David en filigrane, puisque Apelle, c'est David, c'est lui-même, il se représente lui-même. Alexandre, c'est Napoléon, et il faut savoir que le rapport a été parfois cordiaux, parfois pas du tout, surtout quand Napoléon se mêlait de peinture, et David avait du mal à supporter cette tutelle, et donc c'est aussi son histoire qu'il raconte. C'est peut-être qu'il y a plus puissant que moi sur Terre, un empereur, mais néanmoins je suis au-dessus parce que je suis une puissance créatrice. Donc nous sommes ici dans un quatrième temps de l'exposition et qui se concentre sur l'autoportrait ou le portrait d'artiste. Alors c'est un peu différent de ce qu'on a vu auparavant, la fabrique du génie. Là c'est une autre façon de se représenter, c'est-à-dire quel statut, quelle image sociale je veux renvoyer de moi en tant qu'artiste. Au début, on l'a vu dans les images précédentes, du temps de Lebrun, du temps de Louis XIV, on se représente en grand habit. Voilà, il faut se poser comme un homme qui est arrivé socialement. Et on va voir que au fil du temps et au fil de cette section, que peu à peu, on n'a plus besoin, le statut est peu à peu acquis, et donc plus ça va, en gros, plus on va se débrailler. C'est-à-dire on va ouvrir le col et on va se présenter déjà aussi comme un être différent, socialement. C'est-à-dire qu'on n'est plus un grand bourgeois, on n'est plus quelqu'un qui a réussi économiquement, on est un créateur.
Et c'est ce que s'explique cette section. Le tableau qu'on voit derrière nous, à ma droite, le plus grand, est un tableau de Géricault, qui devrait être l'image iconique de l'artiste romantique, avec une fin tragique, une carrière très brève. Et là, c'est pas lui-même qui le représente, mais ça pourrait être lui-même. C'est un artiste, c'est un peintre dans son atelier, et on voit que s'impose au XIXe siècle, dès la première moitié du XIXe siècle, la vision romantique de l'artiste, qu'on a presque encore aujourd'hui conservée, c'est-à-dire le génie créateur, le front appuyé sur son poing, voilà, et réfléchissant à sa future création. Et d'une façon générale, tous les tableaux qu'on voit autour de nous, avant même Géricault, on a dans l'arrière-plan un tableau de Nicolas Largillière qui représente son beau-père, Jean-Baptiste Forest, donc un peintre, et qu'on voit dans son atelier, le col ouvert avec une tenue un peu excentrique. Il faut savoir qu'un tel tableau est présenté au salon, donc l'exposition publique, et que très peu de gens peuvent s'afficher de cette façon. Et l'artiste peut se permettre, au fil du temps, de s'afficher dans des tenues excentriques, voilà, parce qu'il est un être à part. Même chose pour Carolus Duran, le tableau qui est à côté, où on voit, il s'est transformé, c'est un autoportrait, il s'est transformé en homme blessé, comme l'a fait Courbet avant lui. On voit bien que dans ces autoportraits, au début, on se pose en notable, ensuite, on se pose en artiste, et enfin, quand on arrive au XXe siècle et au XXIe siècle, eh bien là, on n'a plus besoin de se représenter socialement. Le statut est acquis, et donc le visage, le corps, l'autoportrait est le support à d'autres discours, et notamment presque exclusivement artistiques. Peu d'artistes réussissent, beaucoup meurent de faim, et c'est ce qui est évoqué dans cette avant-dernière section, qu'on a appelée Splendeur ou misère, et qui nous montre l'envers du décor. Alors l'envers du décor, c'est d'abord l'atelier. Évidemment, on l'imagine exclusivement comme un lieu de création dans lequel l'artiste serait seul, dans lequel il serait dans un calme qui serait le seul propice à la création artistique. C'est peut-être un peu ce qu'on ressent derrière ce tableau qui est derrière nous, mais en réalité pas tout à fait si on le décrypte bien. Alors, on ne sait pas de qui est ce tableau, d'ailleurs les historiens de l'art s'interrogent beaucoup, et comme c'est un tableau de très belle facture, on aimerait bien savoir de qui il s'agit. C'est un autoportrait à l'évidence, un autoportrait d'artiste puisqu'il est en train de peindre un paysage. C'est probablement un tableau XVIIe, probablement flamand. Voilà. Ce qui nous intéresse dans ce tableau, nous, et parce que c'est à l'image de ce qu'on voit dans l'ensemble de cette section, c'est que l'atelier est effectivement un lieu où on travaille, ou un lieu où on crée, mais c'est aussi un lieu où on expose. Évidemment, il y a ses propres œuvres, et si on montre ses propres œuvres sur les murs, c'est parce qu'il passe des gens dans son atelier, et des gens qui ne sont pas là que pour le saluer, mais qui sont aussi là pour acheter. Donc l'atelier, en tout cas si on n'est pas académicien, peut être une sorte de boutique. Ça peut être un lieu de vente, mais on peut aussi montrer des tableaux qu'on ne vendra pas, on peut aussi montrer des tableaux qu'on a collectionnés et qu'on gardera. Donc en fait dans cette section, ce qu'on essaie d'expliquer au fil des siècles, c'est que l'atelier n'est pas seulement un lieu où on crée, mais c'est aussi un lieu social. Et c'est cela qui nous intéressait, c'est de montrer que c'est un lieu où il y a un théâtre social qui se tient et qui n'est pas exclusivement lié à la création. Nous avons souhaité, avec les deux autres commissaires, Régis Cotentin et Delphine Rousseau, de terminer sur une note un peu plus humoristique, puisqu'on aurait, pour avoir l'impression qu'on fait un portrait à charge de l'artiste, en manipulateur, en arriviste. La réalité, je l'ai déjà expliqué, c'est que si l'artiste se donne autant de mal pour se créer un statut, c'est vraiment pour pouvoir créer librement. Voilà. Néanmoins, on l'a vu, on peut donner l'impression qu'il a une haute idée de lui-même, c'est vrai en partie, mais il est aussi capable de casser son image. Et c'est ce qu'on explique dans cette dernière section, c'est qu'il peut se moquer de lui-même, il peut faire de l'autodérision, y compris les plus célèbres d'entre eux, puisque la gravure que nous avons ici, qui est donc, vient du cabinet d'art graphique du Palais des Beaux-Arts de Lille, est tirée de la série des Caprices de Goya. Et l'homme, enfin j'allais dire l'homme, mais non, en fait ce sont que des animaux, ce sont des représentations zoomorphisées. Le peintre, le singe, c'est Goya lui-même, donc il accepte de se présenter comme un singe. Pourquoi un singe? C'est une tradition, notamment au XVIIIe, c'est d'abord ne pas être dupe de son rôle de peintre, qui est celui de mimer la réalité, mais on voit aussi que le client, c'est-à-dire que le commanditaire, celui dont il fait le portrait, c'est un âne. Voilà. Donc ça veut dire que l'artiste a cette capacité de se moquer de lui-même, de ne pas être dupe de sa façon d'être et de faire et de travailler, et c'est ce qui est globalement expliqué dans cette section, à travers Chardin, à travers Andy Warhol, à travers Wim Delvoye, et puis l'exposition se termine sur une image qui, pour
ma génération a été frappante, c'est celle de Dali faisant la publicité du chocolat Lanvin, et qui est une sorte d'apothéose où on dira d'excès ultime, c'est de mettre son image au service d'une publicité, parce qu'on est arrivé à un degré de notoriété tel que son visage est reconnu sans donner son nom à la télévision. C'est-à-dire que c'est probablement quelque chose qui a pu se pratiquer avec Dali jusqu'au milieu des années 70. Aujourd'hui, plus aucun artiste, même les plus célèbres et les plus chers d'entre eux, si on pense à Jeff Koons, à Damien Hirst, n'accède à une telle notoriété. Personne ne reconnaîtrait Jeff Koons dans la rue, en tout cas le grand public. Mais voilà, il y a ce moment où on accepte, comme Dali, de casser son image, mais aussi parce qu'on est déjà extrêmement célèbre. L'exposition démarre et termine en fait sur un film, un petit documentaire qui représente une performance par le rappeur Jay-Z dans une galerie, la Pace Gallery de New York, donc qui est une galerie d'art contemporain véritablement, dans laquelle il a rappé pendant plusieurs heures en invitant des artistes de toutes les disciplines. Et en gros, qu'est-ce qu'il nous dit dans ce clip qui s'appelle Picasso Baby? C'est tout le monde est artiste aujourd'hui. Que je sois cinéaste, que je sois peintre, que je sois rappeur, que je sois écrivain, voire même que je sois un homme de la rue, tout se vaut, tout le monde est artiste, qu'on soit footballeur, rappeur, chef de cuisine ou peintre ou sculpteur. Voilà. Et c'est ce dernier message, c'est une sorte de fourre-tout, de grand fourre-tout sur la notion d'artiste, mais qui est au final la raison pour laquelle aujourd'hui beaucoup de gens rêvent d'être artistes.